Bonjour, bonjour à toutes et à tous à ce deuxième séminaire de l'édition automnale du cycle Redesme. Et aujourd'hui, après avoir participé jeudi dernier au séminaire sur le Maroc, on va analyser notre cas national qui est le cas du Liban, un cas qui, vous verrez, très complexe, très proche de nous sous beaucoup des aspects et très important pour l'histoire européenne en général et pour la pluralité et complexité de cette histoire. C'est un peu un petit, je dirais, portrait d'une globalisation difficile à l'intérieur de la Méditerranée. Et on parlera de ça avec Rula Tahouk, Dominique et Emine Elias, et qui seront coordonnés par Dominique Avon, que je remercie beaucoup, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études de Paris, où il dirige la chaire sur le sunnisme. Dominique Avon a écrit beaucoup d'ouvrages, il s'occupe surtout de la pensée musulmane moderne et contemporaine, avec une attention au texte et au discours qui traverse ces mondes si complexes, et il vient de publier, parmi des autres articles et ouvrages, un important ouvrage sur la liberté de conscience, une approche historique de la liberté de conscience qui traverse différentes cultures, pays et histoires. Je donne donc tout de suite la parole à Dominique. Je le remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne participation et n'hésitez pas, comme toujours, à poser vos questions. Encore merci et à plus tard, à tout à l'heure. Merci, professeur Alessandro Ferrari, chers amis, cher Rula Tahouk, cher Emine Elias, merci pour votre présence dans le cadre de ce webinaire Religion, droit et économie dans l'espace méditerranéen. Je voudrais que nos auditeurs et nos auditrices prennent conscience de la gravité dans laquelle vous allez, du moment dans lequel vous allez vous exprimer pour le Liban, justement. S'il y a un point sur lequel il nous faut insister, c'est que vous vous exprimez à partir d'un lieu et dans un moment qui est extrêmement critique pour la société, l'État, la nation dans laquelle vous vivez. Et on ne peut pas comprendre ce que vous allez nous dire si l'on n'a pas une conscience de cet état critique dans lequel vous vous trouvez. Alors, je ne prendrai pas longtemps la parole. Simplement, je vais présenter d'abord Emine Elias, qui sera le premier intervenant, puis ensuite Rula Tahouk, la deuxième intervenante. Et chaque fois, je donnerai quelques éléments d'appréciation sur leur parcours. Vous allez découvrir que le parcours de l'un et de l'autre sont assez convergents et ils se rejoignent sur un certain nombre de points. Emine Elias a fait des études à l'université libanaise et à l'université Saint-Esprit de Kaslik. Ses disciplines étaient autour des sciences humaines et sociales, mais principalement l'histoire, mais il n'a pas simplement étudié la discipline historique. Il est ensuite allé faire une thèse à l'université du Maine, au Mans, en France, et cette thèse portait sur le Cénacle libanais, l'histoire du Cénacle libanais. Il a tiré de ce travail deux ouvrages, un en arabe peu avant la soutenance de sa thèse, Lubnan bi qalam mufakkiri el-Nedouat, le Liban sous la plume de penseurs du Cénacle libanais. Et puis, il a proposé une version condensée de sa thèse en langue française, le Cénacle libanais, 1946-1984, une tribune pour une science du Liban. Non pas une science au Liban, mais bien une science du Liban. C'est-à-dire que pendant 30 ans, il y a 40 ans, même presque 40 ans, il y a des intellectuels, surtout des hommes, mais quelques femmes aussi, surtout des hommes qui ont pensé ou cherché à penser ce que pouvait être cette nation libanaise, ce que cette nation libanaise, ce que cet État libanais pouvait apporter non seulement aux membres de la société eux-mêmes, mais également à la région, mais également à l'espace méditerranéen et au-delà. Donc, il y a eu vraiment toute cette effervescence qui est tout à fait passionnante et Emine Elias l'a étudiée. Plus récemment,
Il a publié Almaniya min Andana, c'est-à-dire la laïcité selon nous, réflexion sur le communautarisme, la laïcité, la religion et l'État. Donc, Amin Elias publie en arabe, publie en français et publie des articles également en anglais. Il enseigne actuellement à l'université libanaise et à l'université Antonine, mais il a enseigné plusieurs années dans une université américaine. Il intervient dans différents espaces méditerranéens et je lui cède immédiatement la parole sur le sujet suivant, le Liban, une faute historique ou un projet à réaliser. C'est un honneur pour moi de l'écouter. Merci beaucoup, cher Dominique, pour cette introduction et permettez-moi, s'il vous plaît, de remercier l'Université d'Insubria et par la personne de notre ami, le cher professeur Alessandro Ferrari, parce que c'est grâce à cette rencontre qu'on peut être parmi des gens qu'on aime et des chers amis, que ce soit de l'Italie, de la France et du Liban. Et franchement, je vous le dis que cette rencontre est une source de joie pour moi-même et j'espère qu'elle soit de profit, que ce soit pour les experts ou pour les étudiants intéressés par l'histoire et par l'actualité libanaise. Alors, juste pour simplifier les choses, avant tout, est-ce que vous m'entendez clairement? Parce que j'ai toujours un souci concernant l'Internet et le débit. Alors, ça va bien, n'est-ce pas? Très bien. Merci, Dominique. Alors, je vais, pour simplifier les choses et la présentation, notamment pour les étudiants intéressés, par la procédure de la manière suivante. Alors, dans une première étape, je vais exposer les moments tournants de l'histoire du Liban contemporain, c'est-à-dire je parle de 1920, la fondation de l'État du Liban, 1943, l'indépendance, 58, la première confrontation entre Libanais, 1969, 69, le début, à mon avis, de la mort du projet libanais, et 1975, le début des guerres au Liban. Et dans une deuxième étape, je vais essayer de lier ces moments tournants par un fil conducteur susceptible de nous expliquer la problématique de cette histoire agitée entre Libanais et plus précisément entre les communautés libanaises, notamment les communautés chrétiennes et les communautés musulmanes. Alors, je commence par le premier moment historique, 1920. Alors, une note avant de commencer, c'est le Liban comme entité politique et étatique n'a jamais existé avant le 1er septembre 1920. C'est à cette date, le Liban il était sous le mandat français ainsi que la Syrie. Alors, c'est le 1er septembre 1920 que le haut-commissaire français, le général Gouraud, il a proclamé la fondation de l'État du Grand Liban. Et dès la fondation de ce Grand Liban, les diverses communautés formant la population de ce pays se sont divisées vis-à-vis de cette proclamation. Alors, d'une part, il y avait une majorité des chrétiens, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes. Ils ont vu dans ce nouvel État l'aboutissement de leurs rêves et leur lutte historique afin de s'affranchir du système de vie islamique régnant en Orient et leur permettant d'adhérer en tant que nation-État au nouvel ordre mondial. De l'autre part, c'est-à-dire les musulmans, notamment les sunnites, de leur part, ils n'ont trouvé dans cette nouvelle entité, c'est-à-dire le Grand Liban, qu'une défaite civilisationnelle, alors qu'ils étaient, eux, avec l'Empire ottoman, les maîtres de l'Orient. Ils se sont trouvés une minorité parmi des minorités au sein de ce Liban. Alors pour eux, ce Liban est le résultat du découpage artificiel de la région selon les appétits des puissances européennes. Leur aspiration principale de ces musulmans consiste à faire intégrer, je dis musulmans, mais bien sûr je désigne la majorité des musulmans, parce que, comme vous savez, toujours l'histoire est nuancée. Alors pour la majorité des musulmans, notamment des sunnites, leur aspiration principale consiste à faire intégrer le Liban dans une grande Syrie arabe et unie. Alors c'est dans cette perspective que la majorité des musulmans ont contesté l'État du Grand Liban tout au long de la période entre 1920 et 1943, c'est-à-dire l'année de l'indépendance du Liban. Mais alors, c'est en 1943 que les musulmans ont accepté apparemment,
est finalement cette nouvelle entité politique. Mais pourquoi ils ont accepté cela? Parce que en 1936, lors des négociations entre la force mandataire qu'est la France et la Syrie et le Liban en 1936 sur la conclusion d'un traité franco-syrien et d'un traité franco-libanais, la France, elle a imposé aux arabistes, qu'ils soient en Syrie ou au Liban, elle a imposé à eux la reconnaissance explicite des frontières libano-syriennes. Et elle a imposé à eux aussi le rejet de toute revendication pour unir à la Syrie les régions majoritairement musulmanes ajoutées au Mont-Liban en 1920. Alors, c'est en 1936 que les musulmans arabistes, que ce soit en Syrie ou au Liban, ils ont pris conscience que leur cause est perdue et en conséquence, ils finissent par se résigner et par admettre le fait accompli. Alors, comme résultat, en 1943, ils ont conclu un accord avec les chrétiens du Liban pour aller et lutter contre le mandat français pour leur indépendance ou pour l'indépendance du Liban. Mais aussi, il faut prendre conscience du fait que cette année, c'est-à-dire le deuxième moment tournant de la nation libanaise ou de l'État libanais, c'était un moment où les Libanais, ils ont exprimé pour la première fois dans leur histoire une volonté commune entre chrétiens et musulmans. Et cette expression, on la trouve dans ce qu'il appelle le pacte national de 1943, qui est un compromis ou un contrat social, si on peut le dire, entre chrétiens et musulmans. Alors, je note ici que ce contrat social, il n'est pas entre individus, il n'est pas entre sociétés, il n'est pas entre citoyens. Ce contrat social ou ce pacte national ou ce compromis, il est entre communautés religieuses. C'est-à-dire, c'est un contrat, c'est un pacte qui est entre communautés et non pas entre citoyens et individus. Quel était le point faible de ce contrat social? Il a été basé sur deux négations. Quelles sont ces deux négations? Ni Occident, ni arabisation. Et je vais expliquer. Qu'est-ce qu'il veut dire ce contrat social où on trouve cette double négation, ni Occident, ni arabisation? Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, il s'agit d'un compromis entre les deux grandes communautés religieuses, en vertu duquel les chrétiens renoncent à la protection française et à leur aspiration et leur penchant vers l'Occident et vers l'Europe en particulier. Et en retour, les musulmans ou les communautés musulmanes, ils renoncent à leur appel à s'unifier à la grande Syrie arabe et à arabiser le Liban. Il y a eu une critique de la part d'un intellectuel libanais très éminent qui s'appelle Georges Nakash. Dans un article qu'il a publié, je pense, en 1949, il a critiqué cette formule négative, disant que deux négations ne peuvent pas faire un oui. C'est-à-dire, si on ajoute un deuxième nom à un premier nom, c'est-à-dire un nom plus un nom, ce n'est pas égal à un oui. Et pour cette raison, il a dit deux négations ne peuvent pas faire une nation. Et il jette la lumière sur le fait que ces deux négations sont une forme d'un rejet et d'une non-reconnaissance réciproque de la liberté de chaque parti communautaire au Liban vis-à-vis de l'autre. Et au lieu que ce contrat social soit l'expression de la volonté libre des Libanais, il n'était qu'une forme de suppression de leur liberté. Les chrétiens n'ont plus droit à se concevoir comme partie de la civilisation occidentale et les musulmans n'ont plus le droit à se concevoir comme partie intégrale de la nation panarabe dont l'esprit est l'islam. Malgré tout cela, ce contrat social qualifié par les Libanais de pacte national, les deux grandes communautés, chrétiennes et musulmanes au Liban, n'ont pas montré leur respect vis-à-vis de ce pacte. Alors, même après la conclusion de ce pacte, les communautés libanaises n'ont pas beaucoup respecté cela. À chaque moment tournant de leur histoire, chrétiens et musulmans au Liban, qui n'ont jamais atteint le statut de citoyenneté basé sur l'individu et le citoyen libanais, toujours les chrétiens et musulmans, ils se sont dissociés, montrant la fragilité de leur pacte, de leur solidarité,
de leur volonté de vivre ensemble et par conséquent la fragilité de leur entité nationale et leur pays. Je vais aller à au troisième moment tournant, c'est en 1958. Juste pour vous expliquer comment ce pacte n'a pas été respecté. En 1958, une majorité des musulmans se sont ralliés avec le président égyptien Jamal Abdel Nasser, je pense que vous le connaissez. Alors pour les musulmans, Nasser, il représente leur aspiration pan-arabiste et ils se sont dressés contre un autre camp au Liban, qui est le camp libaniste, représenté par le président libanais à l'époque, Khalid Chamoun, appuyé par une majorité chrétienne et voulant s'intégrer au principe du président américain Eisenhower. Je pense que vous le savez, en 1957, le président américain Eisenhower, il a annoncé le principe américain selon lequel chaque nation qui se voit menacée par l'Union soviétique, elle peut demander une aide aux États-Unis. Alors, les Libanais, chrétiens et musulmans, ils se sont dissociés sur cette politique. La majorité des musulmans, ils étaient contre la politique de leur président et avec le discours mené par le président égyptien Abdel Nasser, et la majorité des chrétiens, ils étaient derrière le président libanais qui était Khalid Chamoun à l'époque. 6 mois de confrontation, 6 mois de confrontation à la fin du mandat du président libanais Khalid Chamoun, y compris la confrontation militaire. Hein? C'est-à-dire, les Libanais, ils ont tiré les uns sur les autres. Alors, 6 mois de confrontation, comment ces confrontations ont pris fin? Avec un compromis entre Égypte et l'Égypte de Abdel Nasser et les États-Unis, imposant aux Libanais une solution médiane entre les deux forces égyptiennes et américaines. Alors, quelle était cette solution? Choisir le commandant de l'armée libanaise, le général Fouad Chehab, comme nouveau président de la République, lui qui a pris une position neutre pendant la période des confrontations entre camp arabiste, appuyé par Jamal Abdel Nasser, et camp libaniste, présidé par le président libanais. Un quatrième moment tournant, qui exprime aussi la dissociation des Libanais, c'était en 1969. Moi, je considère, après mes études et mes lectures, que vraiment, ce n'est pas aujourd'hui que le Liban il est en train de mourir, c'est à partir de 1969 qu'on a fixé, si on peut dire, le début de la mort de cette aventure libanaise, si on peut dire. Qu'est-ce qui s'est passé en 1969? En cette année, les musulmans, et quand je dis musulmans, je désigne les leaders politiques et religieux, l'intelligentsia musulmane et le grand public également musulman. Alors, ces musulmans libanais, ils ont choisi de mettre fin au projet commun qu'ils partageaient avec les chrétiens, à savoir l'édification d'un état de convivialité et de coexistence sociopolitique, marqué par le développement économique, la liberté politique, économique, religieuse et sociale, la pluralité en matière de mode de vie, ainsi que l'instauration d'un espace de symbiose culturelle et civilisationnelle entre Orient et Occident. Pourquoi les musulmans ils ont pris cette décision? Tout simplement parce que pour eux, la cause arabe représentée par la cause palestinienne, elle prime sur la cause libanaise. Leur appartenance à l'arabité et par conséquent à la Ummah, c'est-à-dire à la communauté, à la grande communauté des musulmans qu'on appelle Ummah, elle prime sur leur appartenance au Liban. À partir de 1969, les musulmans libanais, renforcés par une présence palestinienne démographique, on parle à peu près de 300 000 Palestiniens environ, et ces Palestiniens ils étaient militarisés, c'est-à-dire les camps à partir de 1968-1969, les camps des réfugiés palestiniens au Liban, ils se sont transformés en des casernes, appuyés par un arsenal militaire imposant. Alors les musulmans, appuyés par ces Palestiniens, démographiquement et militairement, ils ont cherché à rompre l'équilibre politique au Liban, sous prétexte de lutter contre les privilèges maronites, sous prétexte aussi d'arabiser davantage le visage du Liban et faire de l'identité du Liban une identité arabe. Et aussi transformer l'espace libanais en un espace de révolution et de guerre populaire ouverte aux côtés des combattants ou de des fidaïens palestiniens, de la révolution palestinienne, de la muqawama al-falastiniya, la résistance palestinienne. Alors, ils ont
pris position à côté des Palestiniens pour lutter contre ce qu'il appelle la tête de l'impérialisme et du colonialisme occidentaux que représente Israël. Tout cela était alors au détriment de leur volonté de vivre ensemble avec les chrétiens, d'une part, et au détriment aussi, d'autre part, de la souveraineté au Liban. 6 mois après, la situation va s'exploser. Je pense que beaucoup parmi vous, ils connaissent que le début de guerre au Liban, c'était en 1975, et c'était une guerre à plusieurs dimensions. Une guerre civile, une guerre régionale, une guerre internationale, une guerre idéologique, etc. Alors, ce qui est vraiment ce qui attire l'attention, c'est que au début de ce conflit, les musulmans, ils ont exprimé explicitement et par la plume du directeur général du bureau du Mufti sunnite de la République libanaise, il s'appelle Hossein Al-Kouwakli, ils ont exprimé leur repositionnement à l'égard du Liban, disant, et ici je cite M. Hossein Al-Kouwakli, les musulmans ne peuvent pas abandonner la finalité de leur doctrine consistant à établir un État islamique au Liban, conformément, ici je mets bien sûr entre guillemets, et je cote M. Kouwakli, conformément au vrai islam. C'est-à-dire pour les musulmans, il y a un vrai islam, et comme ils sont des musulmans, ils ne peuvent que respecter leur doctrine, à savoir établir où ils sont toujours un État islamique, y compris au Liban. Et alors, c'était la réaction des chrétiens. Alors, face aux revendications visant l'islamisation du Liban, les chrétiens, ils ont proposé alors un nouveau régime politique fondé sur la laïcité et la fédération, où existeraient parallèlement au gouvernement central des gouvernements locaux pour chaque communauté, ayant chacune une origine, une culture et un style de vie propre. Ce choix de fédération, ceci est très important, ce choix de fédération qu'avaient pris les chrétiens en 1975 et 1976 n'était que l'expression de la déception chrétienne de l'échec du modèle de vivre ensemble avec leurs partenaires, les musulmans. Et alors, si on prend toute cette période agitée de 1969 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à 2021, le Liban n'a cessé d'être soumis aux convoitises de ses voisins ainsi que des autres pays de la région. Je cite par exemple l'Organisation de libération de la Palestine, la Syrie, l'Égypte, Israël, la Libye, l'Arabie saoudite, l'Iran maintenant, et le résultat, il fut catastrophique. Et en 1990, après 15 ans de guerre, les députés libanais, ils arrivent à se mettre d'accord sous la pression de la communauté internationale arabe sur un nouveau pacte national qui porte le nom de la ville saoudienne, Taif. Mais aussi, les choses n'ont pas amélioré ou n'ont pas évolué ce modèle de vivre ensemble. Malheureusement, c'était la Syrie qui était la force de tutelle sur le Liban, qui a été mandatée implicitement par la communauté internationale pour gérer l'espace libanais qui est ingérable. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette tutelle syrienne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tricoté un régime de mafia, un vrai régime de mafia, de jamais vu au Liban, régime mafieux, corrompu, inédit, qui a fait de l'État un atout de clientélisme extrême, ne le dotant d'aucun rôle économique, politique, culturel ou civilisationnel, avec une dette immesurable, une politique qui a vraiment travaillé sur l'appauvrissement progressif des Libanais au profit des warlords, hein, des émirs ou des princes de la guerre, des anciens chefs de milice et de guerre et des hommes d'affaires. Alors, et maintenant, les Libanais, ils se trouvent privés de toute forme de services essentiels de qualité. Les Libanais, ils se sont rendus compte à la veille de l'année 2020 que ce n'est pas seulement leur État qui est volé et l'argent public qui est gaspillé, mais même leur propre économie déposée dans les banques libanaises ont été volées par ce même secteur, complice des tenants de ce régime mafieux. Alors, je passe à ma deuxième. Il me reste 5 minutes. Très bien. Alors, je passe vers mon fil conducteur. Pourquoi à chaque moment tournant de l'histoire du Liban, les Libanais se montrent divisés entre une majorité de chrétiens
et une majorité de musulmans. J'ai deux réponses rapides. Première réponse qui vient du professeur et de l'ami, et de mon ami, qui s'appelle Dr Georges Sharaf. C'est un des grands professeurs des sciences politiques au Liban. Alors, Monsieur Georges Sharaf, il explique, il est un politologue, il explique cette dissociation par le fait que les Libanais n'ont jamais réussi à construire le tronc culturel commun entre eux. Alors, pour lui, au Liban, il y a toujours deux troncs culturels. Celui de la Renaissance des Lumières et l'humanisme, que les chrétiens du Liban, notamment les maronites, ils ont embrassé progressivement à partir du XVIe siècle, et plus précisément dès la fondation de l'école maronite à Rome en 1784. Et il y a un deuxième tronc culturel qui est celui de l'islam, qui remonte au 1er siècle de l'islam. Il y a une deuxième réponse aussi, avancée par un des éminents philosophes libanais actuels, qui s'appelle Mouché Bassil Aoun. Pour lui, la convivialité libanaise, elle a échoué, bien sûr. Et pour quelle raison? Pour lui, à cause de la divergence anthropologique fondamentale qui sépare les deux Weltanschauung. Je ne sais pas si j'arrive à la prononcer d'une bonne façon. C'est un terme allemand par lequel on veut dire la vision du monde, hein, la conception globale de la vie, la condition de l'homme dans le monde. Alors, il y a une vraie divergence entre chrétiens et musulmans concernant leur conception globale de la vie. Alors, et comme ces deux conceptions de la vie différentes, chrétiens et musulmans, ils n'arrivent pas à évoluer ou à cristalliser un tronc culturel commun. Alors, le problème ici peut être exposé par la question suivante. Est-il possible de faire évoluer un tronc commun à partir de ces deux troncs occidental et islamique? Alors, jusqu'à nos jours, l'expérience a montré, que ce soit au Liban ou ailleurs, hein, l'expérience a montré que les musulmans, en tant que communauté et grand public, c'est-à-dire Al-Ummah, et en tant qu'intelligence intellectuelle et politique, et en tant qu'instance religieuse, ils ne veulent pas faire le pas vers la modernité qu'ils considèrent comme hostile à leur islam. Et ici, je mets islam entre guillemets. Parce que pour ces musulmans, l'islam est un système global de vie. C'est une civilisation parfaite. C'est un système absolu. Il est ahistorique, il est hors histoire. Il est valide pour tout temps et tout lieu. Moi, comme musulman, par exemple, je n'ai pas besoin à dialoguer avec une autre civilisation. J'ai ma civilisation parfaite. Et c'est pour cette raison, il est très difficile de créer... Why it is so hard to find... Bien sûr, il y a des individus musulmans, bien sûr, qui vivent librement, hein, qui vivent librement de tout ce système de pensée, disons, imposé par les gens qui parlent au nom de l'islam. Mais pour la masse musulmane, il s'agit d'un islam hein, qui représente un système global de vie. Et pour les musulmans, qu'ils soient au Liban ou ailleurs, sunnites ou chiites, il s'agit d'islamiser la modernité, non pas de moderniser l'islam. Et c'est pour cette raison que ce tronc culturel est impossible maintenant au Liban entre chrétiens et musulmans. Je conclus, cher Dominique et chère audience, cher Rula et cher Alessandro, par cette question afin que nous réfléchissions ensemble. Si chrétiens et musulmans libanais ont échoué dans leur modèle de vivre ensemble créative, et par conséquent, le Liban il a perdu son rôle de laboratoire de coexistence islamo-chrétienne. Quoi faire? Alors, si ce pays il a perdu sa raison d'être, quoi faire? Grand merci. Merci beaucoup, professeur Amin Elias. Sans tarder, je vais présenter notre collègue Rula Talhouk et indiquer également le titre de son intervention. J'ai noté une série d'une dizaine de questions pour M. Elias, que je résumerai, je synthétiserai parce que certaines questions se rejoignent, et je recouperai également avec les questions qui sont posées à Mme Talhouk. Donc, Rula Talhouk a fait des études d'architecture à l'USEC, et elle, en même temps, a mené une activité sociale tout à fait importante pour accompagner des jeunes et des mourants en particulier. Cela lui a conduit à suivre deux itinéraires académiques en parallèle. D'abord, elle a préparé et soutenu un doctorat en théologie pratique à l'Université Saint-Joseph. Et puis, parallèlement,
Elle a commencé des études d'anthropologie à l'université libanaise et conclut ce parcours par un doctorat à l'université Montaigne Bordeaux 3. Je vous avais indiqué que les deux intervenants ce soir avaient des éléments convergents. Vous voyez l'université libanaise, qui était l'université qui est encore l'université publique nationale libanaise, même s'il y a à l'ouest et à l'est deux sections de cette université libanaise précisément depuis la guerre. Une présence dans les universités privées, l'USEC et l'USJ, ou l'université Antonine, c'est également un parallèle que l'on peut dresser entre ces deux itinéraires. Et puis pour l'un comme pour l'autre, un doctorat dans une université française, l'université du Maine pour l'un, l'université de Bordeaux pour l'autre. Roulat Talhouk a vraiment porté une attention très particulière et très fine sur toutes les questions qui sont relatives au corps, à la douleur, à la maladie, en lien avec une expérience propre et cette expérience commune aussi d'accompagnement des jeunes et des mourants. Et le second volet de ces compétences, c'est celui de l'attention qu'elle porte aux relations islamo-chrétiennes, dont on vient de parler avec insistance. Elle est actuellement directrice du CEDRIC, Centre de documentation et de recherche islamo-chrétienne. Elle a publié des articles ou ouvrages en arabe et en français. En français, je vous signale un titre paru aux éditions européennes, Société civile et communauté religieuse au Liban, qui est paru il y a relativement peu de temps. Ce soir, elle se propose de traiter le sujet suivant, le Liban entre crise et identité, qui fait écho immédiatement à l'intervention précédente. Je signale que l'un comme l'autre appartiennent au réseau Pluriel. Le réseau Pluriel est la plateforme universitaire de recherche sur l'islam en Europe et au Liban, qui est un réseau de plusieurs dizaines d'universités tout à fait intéressant qui propose des activités académiques de recherche et de rencontres tous les 2 ou 3 ans. En fait, la pandémie et les difficultés au Liban ont retardé un grand congrès qui devait avoir lieu, si je ne me trompe pas, l'année dernière. La parole est à vous, cher Roulat Talhouk. Merci, professeur Aron, pour votre introduction. Je commence par remercier le comité scientifique du projet et spécialement notre ami professeur Ferrari et docteur Valenci pour avoir encore l'intérêt d'entendre parler du Liban. La conférence de Amin Elias, qui est mon collègue et mon ami, me facilite beaucoup la tâche, car il a fait un survol historique sur la constitution de l'État libanais, sur sa différente et en même temps intégrée au pays arabe. Quant à moi, je ferai une relecture ou une lecture critique de la crise identitaire que vit le Liban depuis avant sa création jusqu'à nos jours, spécialement de nos jours où un bon nombre de Libanais réclament une autre entité et identité et une autre forme géographique et politique de ce pays. C'est pour cela que j'ai changé un peu dans mon intitulé. Au lieu de Liban entre crise et identité, j'aimerais ajouter un S à crise et un S à identité, parce qu'il y a plusieurs crises et plusieurs identités. Donc, avant de faire ma projection, j'aimerais commencer par rappeler que le Liban, comme État moderne, est une création de 1920. Sa constitution date de 1936 et il a pris son indépendance en 1943 du mandat français. Cependant, il existe en tant que mont Liban depuis bien plus longtemps. Sa forme officielle a changé à plusieurs fois, dû aux conquêtes qui sont advenues durant sa longue histoire. Il a été tantôt divisé en cités-États durant les siècles, juste avant notre ère, pendant le règne des Phéniciens, et puis avec les Hellènes, et puis avec les Romains et le développement des communautés chrétiennes dans les villes métropoles, à savoir Beyrouth, Tyr, Sidon, Byblos, Batroun et d'autres. Sa présence a toujours été remarquable, même pendant l'ère islamique. Avec toutes les conquêtes islamiques, cette pièce géographique résistait aux conversions forcées.
Certaines communautés chrétiennes et surtout la communauté maronite a pris refuge dans les montagnes. Donc, ce n'est qu'un survol rapide pour insister sur le fait que le Liban existe depuis des siècles, avant la formation de l'État comme structure politique et juridique moderne, façonnée en grande partie par la France et son système démocratique. Le Liban comme nomination existe dans l'épopée de Gilgamesh en 2100 avant Jésus-Christ. Le texte mentionne le Liban avec ses serfs. En gros, c'est un peu des changements sous les différents empires, mais elle a eu une existence étatique moderne depuis 1920-1943. Mon intervention sera divisée en 2 temps et 2 sous-temps. Donc là, je vais partager mon écran. Donc, ça, c'est le plan de mon intervention. Donc, à commencer par l'apport des Maronites dans la formation de l'identité nationale libanaise. Je vais parler un peu de la migration des Maronites parce que c'est important et de la présence comme garant de la liberté. Est-ce que cette garance, elle est réelle ou fictive? C'est vraiment à revoir. Une identité est une forme continue, une formation continue, elle n'est jamais statique. Elle est une identité multiple, elle est chez nous au Liban actuellement, et elle a toujours été une identité en crise. Donc d'abord, si je vais essayer de définir le concept identité, selon le petit Robert, le mot identité dérive du latin idem qui signifie le même et renvoie inéluctablement à l'unité et à la similitude. Il caractérise ce qui est propre à l'individu ou au groupe, ce qui lui singularise. Ainsi, si l'identité se définit au premier abord comme une négation de la différence, cette dernière ne saurait se soustraire cependant à sa définition. Être soi, c'est forcément être différent de l'autre. L'identité est donc ce qui identifie aussi bien que ce qui différencie. Comme le note notre recteur émérite Salim Abou, l'identité est une dialectique vivante du même et de l'autre, où le même est d'autant plus lui-même qu'il est ouvert à l'autre. Un ouvrage de 2002. On parle à la fois de l'identité individuelle et de l'identité collective, qui se situe au niveau d'un groupe d'individus, de la nation ou d'un ensemble supranational. Mais dans les deux cas, loin d'une vision essentialiste, l'identité implique un processus en devenir qui se construit, se déconstruit et se reconstruit au gré des conjonctures politiques, économiques et sociales toujours graves. Comment le concept d'identité se décline-t-il dans le contexte du Liban? Il faut rappeler que le Liban est un pays pluriconfessionnel, régi par un système politique éminemment confessionnel. La problématique est inévitablement celle de la rencontre de la pluralité des groupes et de l'unité que sous-entend l'identité nationale dans un système politique qui garantit fondamentalement les différences. Les tensions identitaires n'ont jamais abouti à une entente commune, comme vous avez vu tout à l'heure avec Amine, sur une seule identité nationale. Il y a toujours eu des conflits et des tentatives de division. Ainsi, aux différents groupes libanais correspondent différents mythes identitaires. Chaque version du mythe sous légitimité historique de la faction qui la revendique n'a pas hésité à amalgamer fiction et réalité et à construire les faits davantage sur la base de la fiction que de la réalité. Il en résulte non seulement une interprétation différente de l'histoire, mais une confrontation violente, l'identité libanaise, une difficile identité plurielle. Si j'arrive là à la migration, j'ai mis une petite carte seulement pour vous montrer, et ces divisions, tout ce qui est en vert, c'est le lieu où maintenant il y a une majorité chiite. Ce n'est pas tout à fait chiite, c'est une majorité, parce qu'il n'y a pas une région qui est uniquement chiite ou sunnite ou maronite ou druze. Il y a un mélange, mais la majorité, tout ce qui est en jaune, c'est majorité sunnite,
Tout ce qui est en rose, c'est une majorité druze, et tout ce qui est en rose clair, partout là et là, bien sûr là, tout le côté du sud, c'est une majorité chrétienne, majoritairement maronite. Donc, les maronites sont une communauté chrétienne d'origine syriaque qui n'ont jamais accepté d'être nommés arabes, il faut le dire, et de rite antiochien, donc oriental, et qui adhéra à l'autorité de Rome au XIIe siècle, mais qui ont toujours été chalcédoniens, c'est-à-dire qui ont adhéré à la doctrine chrétienne de Chalcédoine et des autres conciles, donc à 451. Et ils ont été nommés melkites pour défendre la foi chrétienne. Donc, ce sont les moines maronites. On lit toujours dans les livres, les maronites sont venus de Syrie. C'est les moines qui sont probablement venus au 7e siècle du nord de la Syrie pour fuir les persécutions de Byzance. Ils s'installèrent d'abord au nord du Liban, ici dans cette région-là. Et plus tard, ils s'étendent jusqu'à la zone côtière, ici, de Batroun jusqu'à Jbeil, donc à la limite du Kesserouan. Donc, ils ont commencé dans cette région-là. Mais il ne faut pas croire que dans la région, il n'y avait pas de chrétiens. Les chrétiens sont là depuis le 1er siècle. Donc, vous savez qu'à Antioche, quelque part ici, les chrétiens ont été nommés chrétiens en l'an 70. Donc, c'est très ancien. Donc, ils ont mené une existence qualifiée de paisible, collaborant aussi bien avec les croisés qu'avec les musulmans et disposant de leur organisation propre. Mais on sait que sous les Mamelouks, leurs chefs, les Muqaddam, c'est-à-dire ceux qui sont au devant, les préposés, étaient responsables vis-à-vis de la lieutenance de Tripoli pour le prélèvement et le paiement des rentes. Les Maronites connurent une période de persécution à partir du XIVe siècle. Leur patriarche Joula est brûlé vif à Tripoli le 1er avril en 1367. L'intolérance des Mamelouks à leur égard, comme à l'égard des chrétiens en général, s'inscrit surtout dans une logique de vengeance suite aux invasions des Francs. Les persécutions prirent une ampleur telle qu'en 1440, le patriarche dut transférer sa résidence de la région d'Elige, ici, vers le Cénobium, Canobim, Kadisha, la vallée sainte. C'était un lieu plus sûr dans la vallée de Kadisha. Ce n'est qu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire près d'un siècle après la conquête ottomane, que les Maronites sortirent de leur isolement pour entamer la campagne d'émigration vers le Liban central dans des conditions politiques favorables. Il faut signaler que celle-ci était facilitée par la dépopulation de cette région après les troupes des Mamelouks qui ont expulsé les gens. Lors de l'expédition punitive de 1305, les Chérites qui avaient retrouvé refuge dans le Kesserouan, ici, donc, pour se protéger des massacres commis par les musulmans orthodoxes, c'est-à-dire les sunnites. Donc, ils ont quitté le Kesserouan et c'est les Maronites qui ont pris les lieux. Donc, dès le XVIIIe siècle, le Kesserouan était devenu le fief des Maronites, qui poussèrent leur expansion jusque dans le chouf des Druzes, ici. Donc, ils sont arrivés là. Et des localités aussi lointaines vers le sud du Liban. Réputés pour être des paysans laborieux, les Maronites furent encouragés dans leur marche vers le sud, non seulement par l'émir druze, mais aussi par les Muqtaji, c'est-à-dire les chefs féodaux druzes, qui voyaient là le moyen d'accroître la productivité et surtout leurs propres revenus. Au XIXe siècle et au XXe siècle, l'évolution politique de la communauté maronite se confonda avec les transformations socio-économiques du Mont-Liban et les arrangements qui donnèrent le jour au Grand Liban. Donc, c'est important de montrer pourquoi je vais parler de cette communauté, parce que c'est économiquement, c'est grâce à eux que le développement socio-économique et politique a eu lieu. Politiquement, c'est grâce à eux que l'État du Grand Liban va avoir lieu. Et c'est grâce à leur culture d'ouverture et d'accueil de la diversité que la liberté va être donnée à toutes les autres composantes du pays. Là,
le deuxième point de la première partie, la présence des maronites comme garant de la liberté. Je me pose cette question, est-ce que c'est vraiment réel ou fictif? Je n'en sais rien. Je suis actuellement à une période de vraiment penser les choses. Donc, les montagnes libanaises et surtout le nord du Liban et le mont Liban étaient le lieu de refuge des communautés. La communauté maronite contre les assauts et attaques des Mamelouks, des Ottomans et bien avant eux contre l'expansion musulmane à partir du 7e siècle. La communauté a vécu dans les grottes et des lieux où les chars n'ont pas de possibilité d'y arriver, ce qui les a prévenus la mort et leur a donné un espace naturel de vie. Peu à peu, dans les périodes où les persécutions étaient moindres, les maronites sont sortis, j'avais dit cette idée, mais je la reprends, de leurs grottes pour vivre dans les villages proches. Cette présence dans les montagnes leur a garanti une certaine liberté tant qu'ils ne se mêlaient pas de politique et de guerre. À chaque fois qu'ils se mêlaient de politique et de guerre, ils payaient cher. Cet espace libre a favorisé la venue d'autres minorités chassées de chez elles, comme par exemple les Syriaques orthodoxes, qui ont occupé eux aussi les hauteurs d'Ahardin au nord. Les chiites sont venus aussi prendre refuge dans ces hauteurs pour fuir le pouvoir des musulmans sunnites qui se disent orthodoxes, alors que les sunnites ont toujours occupé le littoral et Amin a dit qu'ils étaient les chouchous de l'Empire ottoman, donc, car ils étaient les favoris de l'Empire ottoman et des autres conquérants sunnites. C'est associé aux sunnites la communauté grecque orthodoxe qui, elle, après les croisades, a forgé son identité arabe aux dépens d'une identité religieuse tout court ou ethnico-religieuse comme ont fait les maronites. Donc, les Druzes, à eux, sont arrivés au Liban vers l'an 1000, ainsi qu'en Syrie et en Palestine. Ils ont fondé leur émirat au Mont-Liban et ont vu leur essor au XVIIe siècle. C'est grâce à l'expansion donc des maronites dans leur région, surtout pour travailler la terre, car ils étaient d'excellents paysans, qu'ils ont fondé avec eux une force militaire contre l'Empire ottoman. Mais les problèmes politiques ont survenu vers les années 1840 et 1860, et là, il ne faut pas mettre la France comme innocente, parce que c'était poussé par la France, malheureusement. Quand les paysans ont commencé à s'acheter des terrains et à en concurrencer les féodaux, et avec l'aide des moines maronites, une révolution de paysans a eu lieu au Mont-Liban, suite à laquelle le Liban a connu les confrontations druzes maronites et des massacres qui sont arrivés jusqu'à Damas. Du coup, la résolution était de diviser le Mont-Liban entre deux directions, quand un Makamier, celle du nord avec un dirigeant maronite et celle du sud avec un druze. Lorsque l'émir druze a voulu agrandir son pouvoir géographique, il a conclu des accords avec les muqaddam maronites des villages. Il a donné un pouvoir féodal à certaines familles maronites pour diriger leurs villages et régions. Ceux-là étaient responsables de récolter des paysans la dîme pour la donner à l'émir, qui à son tour payait au sultan. Cette fédération entre druzes et maronites a donné au Mont-Liban une direction interne plutôt libre. Mais ce n'était pas une liberté totale. Il fallait rester dans l'Empire et le défendre quand il le fallait. Donc, les Ottomans avaient une direction globale de leur empire et donnaient les privilèges locaux. Le Mont-Liban faisait partie de ces exceptions. Nous n'étions pas les seuls, mais je crois que les Druzes et les Maronites étaient les plus rigides à résister à l'Empire ottoman. Donc, je ne peux pas trancher si cette liberté est une résultante économique de l'union druze-maronite ou une exception politique donnée pour ne pas rentrer dans des confrontations sanguines, ou vraiment une demande persistante des maronites à travers les siècles. C'est aux historiens parmi vous, donc à Dominique et à Amine, de nous éclairer sur la pertinence de mes propos. Pour moi, maronite, ce discours et ce lien entre maronite et liberté a toujours été présent dans tous les discours religieux, les prières même, dans les discours politiques et ethniques. Nous vivons de liberté et nous vivons pour la liberté. Et en dehors de la liberté, on n'a pas d'existence. Et c'est la chose que nous sommes maintenant en train d'expérimenter le plus. Quand je reprends l'histoire, et surtout maintenant face au déficit et à la déconstruction de notre État et au refus de l'identité libanaise de certaines communautés ou composantes,
Je remets en question ce concept en me disant que c'est peut-être dans l'inconscient collectif d'une communauté qui a toujours voulu se défendre pour vivre en dignité et surtout pour vivre sa foi et sa spiritualité dans une région où elle est minoritaire, même parmi les chrétiens d'Orient. Donc, plusieurs interprétations peuvent être sur la table. Mais si nous lisons l'histoire du Mont Liban comme je la connais, la communauté maronite a fait de la place à d'autres communautés venant des lieux de persécution. Elle leur a offert un climat de liberté de culte et par son expansion géographique, elle a pu intégrer les villes et surtout Beyrouth. Et c'est là qu'elle a pu rentrer dans les postes administratifs, qu'elle a intégré le monde politique, industriel et éducatif et par ce biais, et rapidement, elle est devenue majoritaire au Liban. Au début du XXe siècle, presque 45% des Libanais étaient maronites, et puis vers les années 1950, c'est plus de 55% du peuple. C'est ainsi qu'elle a pu imposer, et grâce au soutien français, son idée d'un Liban élargi. Et grâce aussi aux missions européennes catholiques installées dans les lieux de vie maronites. C'est tout un contexte qui était en faveur de cette création. Certains chercheurs peuvent nous donner d'autres points de vue ou d'autres explications, mais personne n'aurait imaginé le Liban comme État et comme identité nationale définitive sans le rôle direct des maronites. C'est leur création. L'une des principales causes des conflits entre les composantes libanaises, peut-être la cause principale, est la difficulté de se réunir sur une définition commune de leur identité. Celle-ci n'a jamais été totalement une identité nationale liée à la géographie que nous connaissons du Liban, encore moins à son système démocratique et libéral. Les maronites ont toujours été considérés comme la communauté qui a imposé cette structure et cette forme du Liban, en plus d'être aussi considérés comme intimement liés à l'Occident et surtout la France. Ainsi, la première de ces versions qualifiées souvent de libanaise a été l'apanage des élites chrétiennes, notamment maronites, qui concevaient le Liban comme un pays à part dans la région, différent de son environnement arabe et ne partageant pas le destin de ce dernier. L'idée, in fine, est celle d'un pays pour les chrétiens. À cette version s'opposait une autre plus arabisante, défendue par les musulmans, qui ne pouvaient accepter la thèse d'un Liban foyer de la chrétienté ni asile des minorités. Pour eux, le Liban s'inscrit en continuité avec son horizon arabe, avec lequel ils partagent les liens de sang, de langue et de religion. Ce jugement fait contre les maronites n'est pas fondé à mon sens, car c'est eux qui ont œuvré pour structurer un État moderne où toutes les communautés seront traitées équitablement. Du temps du président Fouad Chab, les chiites ont pris des droits qu'ils n'ont jamais eus à cause des sunnites qui voulaient les gouverner, toujours, même au niveau des tribunaux légaux. Peut-être que c'était stratégique, mais de l'autre côté, la volonté de se rallier à la Syrie, à une entité arabe plus étendue, posait des problèmes majeurs. Faire de la communauté sunnite une majorité écrasante face aux communautés libanaises et nettement les chiites, et amoindrir le pouvoir croissant des maronites et à travers eux des chrétiens d'Orient, c'était donc une manière, excusez-moi le terme, d'islamiser le pays. La deuxième partie, elle est moins longue, une identité en formation, elle n'est jamais statique. Donc, si les lectures de l'histoire sont différentes, car liées aux besoins vitaux des différentes communautés au Liban, besoins d'existence, de vie, de droit, et c'est lié aussi au sentiment de persécution, de dimitude et de sentiment de supériorité ou d'infériorité, privilèges économiques et politiques, etc. Tous ces besoins qui sont compréhensibles dans une vie d'une communauté sont poussés à l'extrême au Liban, jusqu'à la violence des guerres, et nous en avons eu plusieurs. Depuis la conquête arabe jusqu'à l'écroulement de l'Empire ottoman, le marqueur religieux était le principe organisateur des sociétés moyen-orientales. Les minorités religieuses non musulmanes bénéficiaient d'autonomie en matière de statut personnel et de respect de leur foi, en contrepartie de leur soumission à l'autorité musulmane et du paiement d'un tribut.
Donc, l'appartenance religieuse traçait leurs frontières ethniques et celles-ci étaient protégées par le système politique. Comme les conversions étaient relativement limitées, les différents groupes se sentaient en sécurité à l'intérieur de leurs frontières ethniques défendues par un marqueur religieux. Elles n'étaient pas obligées de s'investir dans une différenciation culturelle ou de maintenir une différence linguistique pour se préserver. Cela pourrait expliquer l'arabisation rapide des chrétiens du Levant et la turquisation graduelle des Grecs en Anatolie et les Arméniens en Sicile. Donc, une identité multiple. Est-ce un pays arabe ou un visage arabe, comme disait le patriarche Sfer en 1990 pour arrêter les canons? Est-ce un pays autonome ou en continuelle liaison avec d'autres, la Syrie comme prolongement géographique de celle-ci, ou pour une tranche d'histoire commune, ou même des divisions administratives qui les a unis sous des royaumes et des régimes? Actuellement, est-ce une province iranienne? Et je sais de quoi je parle. Dirigée par la communauté chiite d'obédience iranienne sur Hezbollah. Est-ce vraiment une création française d'après le mandat et donc refusée des Arabes nationalistes? Est-ce une nation en lien direct avec Rome à travers les liens des chrétiens catholiques et surtout les maronites? Ou est-ce une réserve pour la Russie qui fait la guerre sainte comme elle a fait en Syrie pour préserver les orthodoxes? Que faire des Arméniens qui sont historiquement dans cette région entre Irak, le nord de la Syrie, les Syriaques, excusez-moi, qui sont historiquement dans cette région entre Irak, nord de la Syrie et le nord du Liban? Ceux-là sont-ils arabes? Les Arméniens sont-ils arabes, catholiques ou orthodoxes? Et ceux qui sont venus avec les Arméniens fuyant la Turquie. C'est tout un amalgame, c'est fou comme mélange. Si nous pensons en profondeur à chaque composante religieuse identitaire du Liban, la cartographie est très complexe. Si nous restons dans des dynamiques d'ethnicité et d'identité religieuse de cantons fermés, doublées par des appartenances politiques religieuses à leur tour, que reste-t-il du Liban? Donc, je finis là où Amin a fini aussi. Donc, je passe, pour ne pas faire long, une identité en crise, et je termine avec ça. Aujourd'hui, nous sommes face à une crise qui pourrait renverser l'État libanais, c'est vrai. La Constitution est remodelée, sa géographie, son système politique. Le Hezbollah cherche à mettre la main sur le pays à tous les points de vue. Il a déjà vidé les institutions de l'État. Il a de grands officiers dans les forces militaires dont l'obédience revient au Hezb et pas à l'institution. Il a installé des juges dans tous les casas. Aujourd'hui, on sait que l'État va arrêter le juge qui œuvre pour l'explosion du 4 août. Donc, ils vont arrêter la vérité, ils vont arrêter les juges. Donc, ils ont des juges dans tous les casas, des fonctionnaires partout dans les institutions de l'État, des gens à ne rien faire, qui touchent des salaires et qui sont là pour surveiller, arrêter le cours des choses. Le Hezbollah a la majorité au Parlement, avec le parti chrétien, le courant patriotique libre, qui leur fait une couverture religieuse et confessionnelle comme un faux semblant de diversité et d'union nationale. Et ils ont aussi l'autre parti chiite Amal. Ils ont toujours le pouvoir décisionnel au cabinet des ministres. Le président actuel de la République est sous leur charme, pour ne pas dire plus. Il transforme le Liban d'une oasis de liberté vers un régime totalitariste, théocratique, islamique, avec l'ingérence des services secrets et leurs milices dans toutes les affaires, surtout la liberté d'expression et d'action politique, sociale. Aussi, ils ont leur trafic d'armes, de drogue, d'humains. Ils ont une autosuffisance en monnaie étrangère. Ils ont mis en danger le système bancaire et la Banque du Liban. Ils ont pris tous les provisionnements de l'État et les ont envoyés en Syrie en trafic interdit. Enfin, ils remettent en question l'identité libanaise comme une identité fabriquée par l'Occident et qui n'a jamais existé. Et j'ai essayé de vous montrer depuis l'ère des temps comment et depuis quand le Liban, le mont Liban existe. Si vous arrivez par l'aéroport de Beyrouth, vous allez trouver à la banlieue de Beyrouth une mini Téhéran. Donc c'est les mêmes
Excusez-moi, d'accord. C'était une coupure d'électricité. Donc, le Liban, comme nous le connaissons, risque son existence dans cette guerre fictive entre Hezbollah et Israël. Chacun d'eux se donne le prétexte de son existence, armée et hostile à cause de l'autre. Aussi, la pseudo-guerre entre le Hezbollah qui fait croire qu'il aide l'armée libanaise contre les groupes terroristes de Daesh, de Jabhat al-Nusra, de Fatah al-Islam. Aussi, c'est une manière de tabler sur les tensions de haine confessionnelle, donc, mais ce n'est pas une vraie guerre. Ils donnent de l'argent, ils font du trafic, ils font de la géopolitique et ils font un faux semblant de guerre. Donc, non seulement le pays risque sa perdance, mais aussi la diversité et la pluralité confessionnelle du Liban, qui a toujours vécu en dignité et en liberté. Toutes ces composantes risquent de sombrer dans la terreur, la théocratie du système des mollahs et surtout dans la pauvreté. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, vous avez vu passer, il y a énormément de questions que je vais devoir résumer puisque nous n'avons qu'une demi-heure. Je vais les résumer sous 5 catégories. Elles sont adressées à tous les deux et comme nous n'avons qu'une demi-heure pour répondre, je vous demanderai d'être très bref dans vos réponses parce qu'elles ont été posées au fur et à mesure de vos interventions et vous y avez déjà pour partie répondu. Donc, vraiment, soyez synthétiques, s'il vous plaît. La première concerne les questions d'identité. En général, c'était le thème de votre sujet, mais je vais être un peu plus précis. Parmi les auditeurs et les auditrices, il y avait une question sur le fait de savoir si le Liban, finalement, n'était pas une illustration de ce que Huntington avait appelé, il y a 30 ans, le choc des civilisations. Derrière cette interrogation, il y a, à travers vos deux interventions, une question sur les critères de cohabitation des chrétiens et des musulmans avant comme après l'État libanais. C'est-à-dire, finalement, comment c'était possible avant, sous quelle modalité, comment ça a été possible après, et pourquoi aujourd'hui c'est en crise. Vous l'avez dit, bien sûr, vous avez répondu à ça, mais je vous demande de ressaisir vos interventions là-dessus. Et cela expliquerait en partie une série des réponses à une série de questions concernant la réaction différente des musulmans et des chrétiens à la création de l'État libanais. En d'autres termes, on vous demande pourquoi beaucoup de chrétiens, notamment les maronites, souhaitaient cet État, beaucoup de musulmans y étaient hostiles. D'accord. Alors, 2 minutes chacun et Roula, la deuxième série. Allez-y, Roula, et je reprends D'accord. D'accord. Le Liban, c'est vrai, c'est pas uniquement le choc de civilisation, mais c'est le lieu géographique et géopolitique par excellence où toutes les civilisations ont fait connaissance, si vous voulez, que ce soit connaissance amicale et surtout connaissance de guerre, parce que c'est là où les choses s'amplifient. Donc, que ce soit du temps les Babyloniens, les Sumériens, les Égyptiens, les Romains, les Grecs, tout le monde est passé par là. Mais le fil conducteur que les gens qui étaient là et qu'on appelle les Phéniciens ont toujours eu cet accrochement à cette pièce de terre et ont toujours été différents des autres. Donc, les gens sont venus, il y a certains qui sont restés, d'autres qui sont repartis chez eux, mais il y a toujours eu ce peuple différent qui a fait une vie ensemble. Moi, ce qui m'importe, c'est du temps où il y a eu le christianisme et après lui, du 3e siècle, 4e siècle et le 5e avec les maronites, c'est là où il y a eu une entité qui ne craint pas d'être assassinée, d'être persécutée, mais qui a toujours fait face. C'est cette communauté-là qui a garanti aux autres leur vécu en liberté et en paix. Donc, c'est cette communauté qui a qui a défendu les autres. Merci, M. Elias.
C'est à mon tour, Dominique? OK, merci. Concernant les deux volets de votre question, Dominique, c'est-à-dire le choc de civilisation, la théorie de Huntington, et le deuxième volet concernant la création de l'État libanais. Alors, personnellement, je ne suis pas très d'accord avec la théorie de Huntington, notamment dans son application sur le Liban ou sur le modèle libanais, parce qu'au Liban, comme l'a expliqué excellemment ma collègue Roula Talhouk, il y a plusieurs civilisations qui coexistent. Ce n'est pas seulement la civilisation, disons, à connotation chrétienne avec la civilisation à connotation musulmane. Il y a aussi d'autres civilisations comme celle grecque orthodoxe et autres hein, où il n'y a pas un, par exemple, entre grec orthodoxe et maronite, il n'y a pas ce choc. Hein. Il arrive à trouver, il s'arrive par exemple à s'identifier tous les deux, grec orthodoxe et catholique, comme libanais. Ce n'est pas le problème. À mon avis, moi, je lis plutôt la crise à la crise du système de pensée en islam. Et comme l'a exprimé, comme j'ai essayé de l'exprimer, que ce soit par le biais des propos du professeur Georges Sharaf ou des propos du professeur Mouchir Bassil Aoun, le problème, c'est l'incapacité de cristalliser un tronc commun culturel entre les deux grandes communautés qui ont constitué ce pays, à savoir la grande communauté musulmane avec ses nuances, bien sûr, et la grande communauté chrétienne avec ses nuances et sa diversité. Comment pouvoir établir un tronc commun entre deux aspects de civilisation, disons, pour ne pas dire de civilisation, si un parti des deux, il dit, moi, je n'ai pas besoin de l'autre civilisation. Moi, ma civilisation, c'est la civilisation parfaite. Il suffit de revenir au soul, au fondement de ma religion, qu'est l'islam. Il suffit d'imiter le modèle du prophète Mohammed. Et khalas, ça y est, c'est fini. Je n'ai pas besoin de la civilisation occidentale, je n'ai pas besoin de tous les acquis de la Renaissance, des Lumières, de la Déclaration des droits de l'homme. Je n'ai pas besoin de tout cela. Alors, comment tu peux faire un tronc commun culturel avec une telle mentalité, un tel système de pensée? Ça, c'est le vrai problème. Et surtout la question de la citoyenneté. Bien sûr, Bien. la citoyenneté, c'est celui de la modernité. Je vous remercie. Pardon. On a bien. Non, je vous remercie. Encore une fois, je suis obligé de vous couper parce qu'il y a beaucoup de questions. Votre intervention me permet de passer à la deuxième série de questions pour que vous donniez des précisions sur justement cet État libanais. Est-ce que vous pouvez rappeler, à partir de la constitution libanaise, quel est le droit des communautés, des citoyens d'abord et des communautés, en fait, rappeler que le droit des citoyens passe par les communautés, c'est le premier point. Deuxième question qui est liée à ça, le pacte de 43, est-ce que vous pouvez rappeler son caractère oral d'abord? On vous a demandé dans le fil de discussion, est-ce qu'il existe des traces écrites et en anglais notamment de ce pacte de 1943? Et puis, troisième question en lien avec cette question du régime politique, est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs forts dans ce régime-là? Et est-ce que le gouvernement, qui est qualifié de central, a eu une action positive ou négative sur la vie commune de ces différentes communautés? Donc, vous voyez, citoyenneté, communauté, pacte de 1943, qu'est-ce que c'est? Rappelez rapidement ce que c'est. Rôle de contre-pouvoir potentiel et rôle du gouvernement dit central, d'une des difficultés étant précisément qu'il n'y a pas forcément de gouvernement central au Liban. Merci. Là, encore une fois, 1 minute 30 chacun. D'accord. Donc, pour le droit des communautés, chaque communauté a ses tribunaux. Donc, chaque communauté, les gens se marient, meurent et font passation d'héritage dans leur communauté. Donc, l'État n'a aucun droit dans ce côté-là. Et ça, c'est aussi une marque identitaire parce que chaque communauté veut préserver ces gens, les terrains, et aussi il faut penser au système électoral. C'est une manière de mettre la main sur les élections.
Je passe au contre-pouvoir fort. Mes chers amis, depuis le problème d'Israël avec les Palestiniens, nous n'avons plus, mais nous avions 400 000 Palestiniens armés. Quelle ville du monde accepterait-elle d'avoir un demi-million de gens armés? De un. On a eu des troupes de Syriens, des milliers de Syriens armés qui nous ont fait la guerre et ils ont quitté en 2005, mais on a tous les services secrets chez nous. On a maintenant 2 millions de réfugiés syriens et c'est à nos propres comptes. Les États européens, excusez-moi, font tout pour leur envoyer de l'argent pour ne pas les recevoir chez vous. Et ils envoient de l'argent aux Syriens, même pas à l'État libanais, au lieu de les aider en Syrie, donc ils les aident chez nous. Et ces gens-là sont dans des camps armés. Donc, qu'est-ce que vous voulez? On a aussi des partis politiques armés. Et le Hezbollah, il est actuellement l'État. Il n'est pas un État. On reviendra sur le Hezbollah. C'est l'État. On reviendra sur le Hezbollah après. Monsieur Elias. Oui, Dominique, il faut peut-être un peu expliquer cette question de... Moi, c'est une forme... Les Libanais, ils l'appellent, bien sûr, voilà, elle a bien sûr entendu ce mot, Assira. Qu'est-ce que ça veut dire, Assira? C'est la formule libanaise. Qu'est-ce que ça veut dire? La formule libanaise qui a été établie en 1943, c'est une forme de réconciliation entre deux bases de données, entre deux supports, disons. Le premier support, c'est la constitution libanaise qui a été élaborée en 1926. Cette constitution libanaise, c'est une constitution laïque où tous les Libanais ils sont traités par cette constitution en tant que citoyens libres et égaux. C'est bien clair. Hein? Et toi, Dominique, tu connais très bien la constitution libanaise. Elle est imprégnée du brouillon de la Troisième République de la France, qui était la république la plus anticléricale et la plus laïque de la France. Et ça, mais il y a un autre support, c'est le pacte national de 1943 qui est un contrat social entre les deux grandes communautés au Liban, chrétiens et musulmans. Alors, on a créé cette formule, hein, la formule pour réconciliation, constitution et pacte. Alors, à un moment, on respecte la constitution, à un autre moment, on dit, mais quand même, il y a une réalité sociale, allons vers le pacte. Et c'est pour cette raison, par exemple, qu'au Liban, on n'a pas, comme l'a mentionné Roula, on n'a pas, par exemple, un code civil pour les oui, les statuts personnels. Le statut personnel. C'est-à-dire, par exemple, si je suis un musulman et l'héritage qui est appliqué sur moi en tant que musulman, c'est la charia islamique, alors que pour un chrétien ou un non-musulman, la loi qui est appliquée sur le non-musulman, c'est la loi libanaise. La même chose pour le mariage, la même chose pour le divorce, la même chose pour les... Alors, les Libanais, ils ont essayé de faire un équilibre entre le citoyen individu, que ce soit par la Constitution, et la communauté. Mais malheureusement, on n'a pas toujours réussi à le faire. OK? J'arrête ici. Merci. Dominique. Oui, merci. D'accord. Une troisième série de questions qui concerne le fait de la guerre. Vous avez eu plusieurs questions. Alors, vous avez déjà répondu en partie aux motifs de la guerre, aux raisons immédiates de la guerre, mais est-ce que vous pourriez les replacer en 2-3 points principaux, les raisons de la guerre, et puis les conséquences de la guerre? Donc, raisons, conséquences de la guerre. Il y a eu plusieurs questions là-dessus. Peut-être vous pourriez mettre l'accent, ce qui rattacherait ça à la deuxième série de questions, sur le positionnement de l'armée libanaise, qui reste quand même un élément d'unité au sein de l'État libanais, et très fragile, certes, mais comme vous n'en avez pas parlé, me semble-t-il, vous pourriez évoquer ce positionnement de l'armée libanaise pendant la guerre. Voilà pour la troisième série de questions. Puis après, il y aura encore 2 séries de questions. Nous tiendrons le temps. D'accord. Pour les motifs de la guerre, c'est aussi les Palestiniens. Bon, les pauvres, ils ont été attaqués par Israël, mais ils ont voulu prendre le Liban comme une autre terre à part la leur.
Donc, d'abord ça, et puis il y a eu le pacte au Caire qui a accepté de donner des armes pour la résistance des Palestiniens à partir du Liban. Donc ça, c'était le premier motif. Les conséquences de la guerre, elles sont plusieurs. D'abord, du point de vue économique, donc on est sorti avec 14 milliards de dollars pour la reconstruction, mais ces 14 milliards sous Hariri, elles sont devenues jusqu'à nos jours plus de 130 milliards de dollars de dettes. Donc, on est sorti avec un peuple qui n'avait pas la conscience d'être divisé. Bon, c'était le peuple en tant que peuple de base. On est dans une division claire, très claire maintenant. La division, la conséquence, elle est très lourde et elle est très, très profonde, que maintenant, on ne veut plus du Liban. Donc ça, c'est une chose. L'armée libanaise, elle a toujours été le point faible, parce que c'est aussi un consensus, c'est comme le pacte. C'est les gens qui se mettent d'accord. D'abord, les musulmans n'ont pas accepté l'armée libanaise parce que c'était une création des maronites et parce que le directeur, pas le directeur, mais le général en chef de l'armée, c'est aussi un maronite. Vous savez que la Banque du Liban, le général, le président, c'est des maronites, donc c'est des postes qui sont attaqués toujours. Donc, ils l'ont toujours appelé à travers les différentes périodes de difficultés l'armée croisade, parce que le premier officier est maronite. Donc là, ils ont essayé de faire un équilibre, d'ajouter des officiers de toutes les obédiences religieuses. Maintenant, on ajoute des officiers qui ont des obédiences aux partis politiques. Donc, l'armée, elle est toujours là, elle est c'est une pseudo-unité. Elle a des pouvoirs, oui, mais de moins en moins. Malheureusement, c'était l'emblème. C'était l'emblème sous lequel on était unis et qui nous rassurait. Elle ne l'est plus. À mon avis, elle ne l'est plus. Pendant les protestations, nous avons été battus par l'armée libanaise, mais ça dépend des protestations dans les lieux. D'accord? Donc, il fallait voir dans quel lieu vous êtes pour être battu ou pas. Merci. Monsieur Elias. Oui, Dominique, je ne reprends pas les causes, c'est-à-dire les mêmes causes et les mêmes conséquences de la guerre au Liban. Alors, bien sûr, il faut reconnaître que les causes de la guerre en 1975 au Liban, ils sont multiples et très complexes, très complexes. Il y a bien sûr la guerre froide et ses répercussions, il y a le conflit arabo-israélien et la dimension régionale, et bien sûr, il y a la présence palestinienne, hein, comme on a expliqué moi et vous là. Mais à mon avis, la cause la plus délicate et la plus décisive, à mon avis, c'est la cause interne. C'est-à-dire, les musulmans, ils ont fait primer la cause palestinienne et arabe à leur appartenance à la cause libanaise. Ça, c'est le vrai problème, à mon avis. Juste pour rappeler, il faut qu'on se rappelle, par exemple, dans un des discours du grand moufti libanais en 1969, il a dit que ces Palestiniens, ils sont l'armée des musulmans. Hein? Alors, bien sûr, voilà, maintenant, elle concentre sa critique sur le Hezbollah, mais maintenant, le Hezbollah, c'est le résultat du bazar qu'on a ouvert en 1969. Les sunnites, ils ont utilisé les Palestiniens, bien sûr, avec le consentement des Palestiniens, ils ont utilisé les consentements pour rompre l'équilibre au Liban et pour arabiser davantage et bien sûr islamiser davantage le visage du Liban. Parce que pour eux, ce Liban, il est chrétien pour les chrétiens. L'armée libanaise, elle est chrétienne et pour les chrétiens. On veut notre propre armée. C'était les Fidaïyin, la révolution et la résistance palestinienne. Maintenant, c'est le Hezbollah qui est maintenant chéri. Alors, à mon avis, ça, c'est le vrai problème. J'imagine à un moment, si les musulmans au Liban en 1969, ils ont dit non, il faut respecter il ne faut pas violer la souveraineté du Liban. Nous sommes avec la cause palestinienne, musulmans et chrétiens, mais on ne peut pas violer notre souveraineté, on ne peut pas atteindre une autre expérience de vivre ensemble avec les chrétiens, on ne peut pas atteindre un autre modèle de liberté et de prospérité. Tout aura changé.
Hein? Mais ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Ça, c'est de un. Pour les conséquences, malheureusement, un État failli, et ce qui est plus dramatique, cher Dominique et chers étudiants, c'est qu'on a mis fin à ce projet libanais à réaliser. On a mis fin à ce projet de coexistence, à ce laboratoire de symbiose. On a mis fin. C'est ça le plus dramatique de tout. Alors, bien sûr, il y a plein, des centaines et des milliers de conséquences. Pour l'armée libanaise, elle était l'une des armées les plus fortes et les plus puissantes dans la région avant 1975. L'aviation libanaise, elle avait des avions Mirage qui ont été avancés par le général de Gaulle, par la France, dans les années, à la moitié des années 60, à la moitié des années 60. Les pilotes libanais, ils étaient capables de faire le tour Beyrouth, Damas, Tel Aviv et revenir au Liban. Les Israéliens, ils n'étaient pas capables de chuter sur l'avion, même. Et ils avançaient auprès du Conseil général, du Conseil de sécurité onusien, ils avançaient des accusations au Liban. Mais quel était le problème? Cette armée libanaise, c'est pas comme l'armée syrienne, c'est pas comme l'armée jordanienne, c'est pas une armée du régime. L'armée libanaise, c'est une armée qui est soumise au régime politique démocratique libanais. Et en 1969, le pouvoir politique, il était divisé. Les leaders libanais, ils étaient incapables de donner un ordre à l'armée libanaise pour arrêter les violations des Palestiniens. C'est pour cette raison que l'armée libanaise elle n'a pas pu réagir. Et quelle était c'est-à-dire le président de la République, par exemple, Charles Helou, il voulait que l'armée libanaise mette fin à ce phénomène palestinien, mais par contre, il avait la moitié de la population libanaise, que sont les musulmans, appuyés par leurs leaders politiques et religieux, qui disent non, on ne veut pas que l'armée met fin au phénomène palestinien, mais on veut plus, on veut combattre avec les Palestiniens contre Israël. Merci beaucoup. On a bien compris, vous avez permis de faire à nouveau le lien entre la deuxième série de questions sur l'État, sa composition, son rôle et le rôle politique, et puis ici, la question de l'armée. La quatrième série de questions concerne les États qui se sont occupés du Liban. Je vous demande de décrire rapidement, là encore, le premier cercle, les États voisins, qui ont été qualifiés, alors là, ce sont les auditeurs et les auditrices qui ont choisi différents termes. Parfois, ils ont dit juste État voisin, parfois, ils ont dit État islamique, parfois, ils ont dit nation islamique, parfois. Vous voyez, il y a tout un problème ici de qualification des États voisins, mais qui sont liés à la problématique que vous avez traitée ce soir, plus Israël et l'Iran. Le deuxième cercle, ce sont les États internationaux et en particulier ce qui a été qualifié d'États occidentaux. On vous a interrogé sur leur lien avec le christianisme et puis il y a une question plus précise sur l'Italie. À côté de cette interrogation sur les États, voisins ou plus lointains, il y a une interrogation sur les organisations internationales et l'ONU. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'il y a des plans pour le Liban au niveau des organisations internationales? Et puis une troisième question, ce sont les organisations, les ONG, les organisations pacifiques. Qu'est-ce qu'elles font pour le Liban? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour le Liban? Là encore, 2 minutes chacun, et puis il y aura la dernière série de questions, s'il vous plaît. D'accord. Les États voisins, je peux les qualifier d'hostiles. Ils ont toujours voulu notre terre, notre argent, notre eau. La Syrie, dans l'enseignement de la géographie et de l'histoire, ne parle pas du Liban. Nous faisons partie d'une région de la Syrie. Donc, pour eux, il n'y a pas de Liban. Pour les États internationaux, ce ne sont pas des États chrétiens, même pas en lien avec les chrétiens, parce qu'après coup, on voit que les États-Unis nous ont vendu à 2 reprises à la Syrie et maintenant, on est délaissé carrément. Alors, donc maintenant, ce n'est pas le Liban qui les intéresse. La France, excusez-moi, mais elle était à la base des massacres de 1860. Et ça, c'est écrit dans les livres de l'historien libanais Salibi, Kamal Salibi.
La France maintenant ne se soucie pas des Libanais. Fichez-vous de ça, de ces apparences. Elle veut le bloc numéro 4, là où il y a le plus de gaz au monde. Elle veut arrêter la Turquie. Elle veut vendre les 232 avions d'Airbus en Iran. Donc, la France maintenant veut l'Iran. Et ce qu'elle demande maintenant, faites les élections parce que c'est la manière démocratique, mais avec les élections, ce qui se fait sous la table, c'est que entre l'USA et l'Iran, ils vont redonner les armes tactiques qui peuvent attaquer spécifiquement des places en Israël. Ils vont les rendre à l'Iran. Et le coût, qu'est-ce qui serait le coût? De réhabiliter le Hezbollah dans le Parlement. C'est ce que la France veut. Excusez-moi, mais c'est très négatif. Comme on est des mourants maintenant, des mourants. Personne ne nous aide. Les organisations internationales, ONU, zéro. Les ONG, après l'explosion du 4 août, l'État et les politiciens ont créé 160 ONG. Pourquoi? Parce que nous avons élevé la voix en disant n'envoyez pas de l'argent aux politiciens parce qu'ils vont les voler. Donc, ils ont créé des ONG pour recevoir l'argent. Donc, c'est pire. Les ONG, maintenant, c'est un autre visage des politiciens. Excusez-moi, mais la toile, elle est vraiment sombre. Vous n'avez pas du tout à vous excuser, vous avez à vous exprimer et surtout ne pas vous excuser. Vous dites ce que vous observez, ce que vous analysez. Monsieur Elias. Pour les pays voisins, on a deux pays voisins, aussi, comme l'a dit Roula, et j'ajoute envahisseurs, hein, que ce soit Israël ou la Syrie. Même si la Syrie, on la qualifie de pays frère arabe, mais pour les Syriens, s'il arrive à prendre tout le Liban, ils le prennent. Hein, il n'hésite à aucun moment de le faire. Et c'est le même, je pense, peut-être les Israéliens, ils hésitent un peu, hein, beaucoup plus que les Syriens, malheureusement. Alors, pour les pays arabes, qu'ils soient qualifiés d'islamiques ou non, il y a des pays, c'est-à-dire le Liban, c'est un pays qui est aimé par tout le monde, mais personne ne veut, comment dire, s'aventurer sur la scène libanaise. Parce que c'est une scène qui est pleine de boue. Hein. L'ONU, comme l'a dit Roula, c'est zéro. L'ONG, à mon avis, c'est zéro, ils ne peuvent rien faire. Et pour les pays internationaux, à mon avis, c'est pas leur faute. Et ici, je suis en désaccord avec ma chère amie Roula. Peut-être j'avais tendance, avant la crise, après 2016, de dire, voilà, c'est toujours, que ce soit les pays arabes ou les pays occidentaux, ils nous abandonnent toujours, et ce pays, cet espace de liberté et de symbiose culturelle, mais ils ne peuvent rien faire. Si nous, Libanais, entre nous-mêmes, on ne s'arrive pas à s'accorder, alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Que ce soit la France ou l'Italie, la France, elle nous aime. Mais vous le savez tous, chers collègues et chers étudiants, ce n'est pas l'amour qui dirige les politiques et les stratégies internationales. C'est les intérêts et real politics, c'est-à-dire c'est la politique réelle. Ils ne peuvent rien faire au Liban parce que les Libanais ne sont pas d'accord entre eux, malheureusement. À mon avis, notre problème, elle est intérieure. Point final. Merci. D'abord, bien sûr. La dernière série de questions nous permet de nous décaler un peu et concerne des groupes de personnes transversaux qui ont l'avantage ou l'intérêt de nous inviter à nous décaler par rapport à la problématique centrale, c'est-à-dire qu'ont fait les femmes au cours de la période que vous venez d'étudier en tant que femmes. Au moment de la création du Liban, quels ont été leurs droits, comment elles se sont investies au moment du conflit de 75 jusqu'à 90, qu'est-ce qu'elles ont fait dans les manifestations de 2006 notamment, 2005, 2006 et puis 2000 à la fin, la seconde moitié des années 2010. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une spécificité du comportement féminin dans le cadre libanais et si oui, lequel? Et de la même manière, quels sont leurs droits? Associé à cette question des femmes, il y a eu plusieurs interventions là-dessus de la part des auditeurs et des auditrices. Les jeunes, c'est-à-dire quel est l'état d'esprit des jeunes aujourd'hui?
On ne va pas revenir sur les jeunes de toutes les générations, mais plus exactement les jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que ce sont des héritiers des combats et des tensions de leur père et de leur mère, sauf si les mères ont une position différente, ce que vous allez nous dire, ou est-ce que ce sont non pas seulement des héritiers, mais est-ce qu'ils ont un comportement nouveau à partir de différentes interventions? Et je voudrais relier ceci à une autre série de questions, mais c'est une sous-question sur les réseaux sociaux notamment. Est-ce que les réseaux sociaux sont libres au Liban? Et est-ce qu'il y a justement une dynamique autour de ces réseaux sociaux? Et puis, je crois que nous aurons englobé un maximum de questions. D'accord. Pour les femmes, pendant la guerre, elles ont combattu. Donc, elles ont tenu les armes. Bon, je peux parler de ma mère, je peux parler de moi-même, étant très, très, très jeune. Donc, à 7 ans, on nous a appris à utiliser les armes. 7 ans, parce qu'il fallait nous défendre. Pendant les manifestations, c'était le groupe numéro 1. Les femmes ont fait face avec les forces militaires et les forces de Hezbollah. Donc, c'est elles qui ont mené les protestations, qui ont été battues, qui ont fait beaucoup de choses. Donc, même pour les groupes, pour les révolutionnaires, pour tout ça, donc c'est bon. Donc, pour leurs droits, c'est différent dans les communautés musulmanes que dans les communautés chrétiennes. Dans les communautés musulmanes, c'est le charia islamique. Donc, elles ont le droit, deux femmes ont le droit d'un homme en héritage et en tout. Mais dans les communautés chrétiennes, nous avons plus de pouvoir que les hommes, ça, on le sait. Donc, il faut que les hommes reprennent un peu de pouvoir. Donc, c'est vraiment à l'occidental et c'est plus. Par exemple, je donne l'exemple, moi je suis d'une grande famille politique et d'une grande famille de féodaux, et c'est moi qui devais hériter toute la famille, pas mes deux frères. Donc c'est un peu comme ça. Pour les jeunes, ils ont beaucoup travaillé pendant les protestations, mais après l'explosion du 4 août, on est en dépression et en chute libre, parce que comme j'ai dit, la guerre a fait 14 milliards de dollars de dettes. L'explosion à elle seule, 16 milliards de dollars avec 6 000 blessés et 214 tués et toute une ville ravagée et le système politique n'a pas bougé d'un doigt. C'est vraiment une extermination qui a eu lieu et les jeunes n'ont pas pu subir. C'était très lourd pour eux et je comprends. Depuis 1 an et 2 mois, tous les mois, on a 40 à 50 000 jeunes qui quittent. Et c'est presque en majorité des chrétiens. Bon, est-ce qu'ils ont beaucoup utilisé les réseaux sociaux? Jusqu'à présent, on a un peu de liberté, mais ils nous coupent l'électricité, ils coupent l'Internet, ils peuvent couper pas mal de choses pour nous arrêter de nous réunir et de nous retrouver dans le terrain. Est-ce qu'ils ont hérité des problèmes de leur père? Oui, bien sûr, parce que même pendant les protestations, on avait l'espoir de retrouver au moins les jeunes rassemblés autour du Liban. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, 1 mois après, les partis politiques ont récupéré leurs jeunes dans un repli identitaire, politique, religieux, ethnique, tout ce que vous voulez. Et ça a, c'est-à-dire, je peux dire que nous avons perdu. Ils ont gagné cette manche de guerre. Merci, M. Elias. Oui, merci pour cette belle question qui est liée à la femme libanaise. Je pense que le modèle qui a été présenté par la femme libanaise, il est spécifique et original dans les pays de langue arabe. Et j'aime bien parler de la femme au Liban, même avant la guerre, c'est-à-dire parce que la femme au Liban, avant la guerre, c'était la mère, c'était la femme qui est chez elle, mais en même temps, c'était la femme intellectuelle, la femme poète, la femme littéraire, la travailleuse culturelle, l'artiste comme Fayrouz, Sabah et autres. C'était la femme belle, hein, avec on avait Georgine Alice qui était la plus belle femme du monde, hein, en 1900, je pense, 73 ou 74, là. 72. 72, oui. Alors, c'est la femme libanaise. Bien sûr, en fait, la guerre, elle avait d'autres rôles à jouer. Il y a des femmes qui ont combattu, il y a des femmes qui ont protégé leur famille, comme ma mère. Il y a des femmes qui ont travaillé pour soutenir leur époux et tout cela.
Et après la guerre, elle a pris sa place. Bien sûr, disons, l'assise juridique, elle n'est pas, c'est-à-dire, elle ne donne pas une totale égalité avec l'homme, mais la femme, elle arrive à se, comment dire, à s'imposer, hein, à s'imposer, notamment dans les sociétés où il y a un peu plus de liberté, hein, c'est-à-dire, et je parle ici de la femme musulmane et chrétienne. Bien sûr, chez les chrétiens, c'est un peu plus, mais même chez les musulmans, on trouve comme ça. Et en même temps, par contre, il y a la femme qui est entièrement soumise à son système sociétal. C'est-à-dire le voile intégral et tout cela. Alors, pour les jeunes, aussi une très belle question, parce que ce sont les vrais acteurs, hein, de la dynamique libanaise. Alors, il y a, si je, comme ça rapidement, je peux les classer en 4 catégories. Il y a bien sûr les militants, ceux qui sont intégrés totalement à leur système communautaire, c'est-à-dire les militants au Hezbollah, Parti Amal, Courant Patriotique Libre, Force Libanaise, le Parti Druze de Walid Jublak, Courant Futur, Sunnite, les partis salafistes et extrémistes islamiques, hein, ils sont des militants, des vrais militants convaincus. Il y a les révoltés, hein, qu'on constate de plus en plus, hein, à partir de 2010, 2011, 2015, 2019, les révoltés, les jeunes qui veulent faire, qui veulent créer une nuance dans la vie politique libanaise. Il y a les indifférents, bien sûr, qui s'en fichent de tout, qui sont intéressés juste par leur voiture et leur mobile et leurs jeans et tout cela. Et il y a les déçus, hein, qui ne trouvent plus espoir au Liban et qui quittent. Hein. Alors, il y a des militants qui quittent, et des révoltés qui quittent. Et tous les gens, s'ils ont eu l'occasion de quitter, ils quittent. Mais je peux classer les jeunes maintenant pour simplifier les choses en ces 4 catégories. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Vraiment, je vous suis très, très reconnaissant d'avoir fourni autant d'informations et avec un souci de clarté en si peu de temps. Je remercie énormément les auditeurs et les auditrices d'avoir fait preuve de patience, d'avoir accepté que l'on synthétise leurs questions sous ces 4 grandes séries. J'ai bien conscience qu'il y aura des frustrations parce que toutes les questions n'ont pas pu être posées à la lettre même, mais je crois ne pas avoir négligé de champ, en tout cas je l'espère. Il y a une question notamment de la comparaison avec la situation au Sénégal, mais ça renvoyait à la question de la possibilité de la cohabitation. Je voudrais insister encore sur le fait qu'il est très difficile de pouvoir tenir un discours posé dans une situation comme celle du Liban actuel. Et c'est un tour de force qui a été accompli par nos 2 collègues ce soir, à essayer de rester lucide, d'avoir de la distance tout en mais vraiment en étant au fond d'un puits. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous nous avez donné ce soir à la fois un témoignage d'intelligence et de courage. Et pour cela, nous vous en remercions très chaleureusement. Nous remercions également l'organisatrice de ce soir, Hilaria. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et de bien poursuivre votre formation dans le cadre de ce webinaire. À très bientôt. Au revoir. Merci encore. Shukran jazilan. Merci Dominique, Rula, Hilaria, Alessandro, chers étudiants. C'était vraiment un grand plaisir d'être parmi vous. Merci aux interprètes aussi. Merci aux interprètes. Bien sûr, aussi, bien sûr. Grand merci. Et j'espère à très bientôt.